le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Mutombo. Grégory est un ancien parachutiste et officier de la gendarmerie. Il a sillonné durant près de 2 décennies un monde en proie aux plus grandes dissensions, rencontrant l'humanité dans bien des facettes de son expression. À partir de 2014, il devient un conférencier très inspiré, partageant auprès de milliers de personnes sa vision très apaisante de la vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Grégory. Bonsoir Julien. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Tu as passé toi aussi une belle journée, tu t'es bien amusé ? Et comme toutes les journées, oui, qui sont belles à leur façon. Alors, elle n'est pas forcément belle parce que par les événements en tant que tels, mais c'est le regard qu'on porte sur les événements qui en font toujours des choses en tout cas des éléments d'avancée, de clarté, de tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on est dans ce mois de janvier où on a pu se souhaiter une belle année, une bonne année. Il faut peut-être un peu aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on place dans ces fameux vœux? On dit à quelqu'un, c'est très fréquent de dire, alors belle journée ou bonne journée. Qu'est-ce qui est contenu dans ces termes-là? Est-ce qu'on espère que l'autre en face passe bien entre les gouttes, ne sorte pas de sa zone de confort, ou alors c'est un truc qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus profond, et on aspire à faire en sorte que l'autre en face, ou soi-même aussi, eh bien, on vive en tout cas avec le plus de conscience possible, les expériences qui nous sont données. Tout à fait. Tu prêches un convaincu. Grégory, un peu comme d'habitude, je vais te laisser quand même te présenter parce que j'imagine quand même qu'il y a des gens qui te connaissent pas. Et si tu devais te présenter en quelques mots, qui es-tu en fait, Grégory ? Alors c'est une question. Alors soit on n'y répond pas, soit on y répond par des banalités. En tout cas, je suis ce que je partage. Je suis ce que j'accomplis, donc je suis animé moi par ce désir intime d'aider, participer à ma manière à une certaine ouverture des consciences, à un chemin individuel ou collectif vers une meilleure connaissance de soi qui permet de mieux connaître l'autre. Et donc, je fais ça à travers des conférences, à travers des livres que j'écris, à travers des formations, ainsi de suite. Et je m'appuie, bien évidemment, sur un parcours, sur une expérience où j'ai eu à côtoyer, on va dire, l'humanité dans ses différents aspects, pas forcément ceux qui sont les plus agréables ou les plus commodes. Donc, voilà, j'ai aussi en tout cas, le désir de faire en sorte que l'on quitte une voie en tout cas, une recherche tu parlais du bonheur, une recherche du bonheur qui passe par l'avoir ou par une espèce d'illusion hypothétique, mais qui s'appuie sur une meilleure connaissance de soi, parce que dès lors que on donne à des événements ou à des personnes le pouvoir de nous rendre heureux et donc malheureux, eh bien, on contribue finalement à co-créer un monde d'attente, un monde de pronostics, un monde de déception. Alors, je suis personne, je suis là celui qui aujourd'hui eh bien partage cette intention-là avec tout mon cœur. Et ça passe par quel type d'outils ? Parce que tu dis que du coup, tu développes des outils, tu accompagnes les gens, tu as réalisé aussi un film. Alors,
le mot outil, je ne sais pas tellement ce qu'il veut dire parce que pour moi, un outil, il sera interchangeable. Je veux dire, l'outil, c'est l'être humain. Chaque être humain est son propre outil. Donc, c'est-à-dire que je fais en sorte que chacun déjà reconnaisse son unicité. Il n'y a aucun outil qui soit en quelque sorte applicable de manière universelle sur chaque être humain, puisque tout être humain a son propre itinéraire, son propre commencement, ses propres fêlures. Donc, croire que un outil lambda entre guillemets fonctionnerait sur n'importe qui, je veux dire, pour moi, c'est assez réducteur. Donc, le meilleur outil qui soit, d'abord, effectivement, c'est l'amour avec un A majuscule, c'est aimer l'autre autant que soi, en tout cas, de manière différente, mais c'est-à-dire vouloir le rencontrer. Donc, c'est aussi vouloir se rencontrer. Donc, l'outil principal, pour moi, c'est la volonté, c'est-à-dire, est-ce que je veux vraiment ce à quoi j'aspire? Et si je le veux, et c'est aussi se poser la question pourquoi je veux ça, pourquoi je veux ce que je veux vouloir là. Donc ça demande bien sûr on va dire un savoir, une connaissance des arcanes de la psyché, mais aussi de la pratique. C'est-à-dire que on peut lire tous les livres de la Terre, voir toutes les vidéos, tous les films. Si ça reste à l'étage psychique et qu'il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a pas le désir effectivement de changer les autoroutes neuronales qui ont été empruntées pendant des décennies, il n'y a pas, je veux dire, tout outil devient nul et non avenu. Donc moi je prône vraiment la mise en pratique, la mise en application des éventuelles directives, clés, guidances, conseils que je peux donner. Sinon, ils servent à rien. Donc, un outil, c'est comme, on veut dire, une pelle ou une pioche qui est accrochée à un mur. C'est très bien. Mais si elle ne sert pas à retourner la terre, l'outil, il est en lui-même, il ne vaut rien. On peut très bien retourner la terre avec ses mains, avec une fourchette, avec un bâton. On peut aussi utiliser une pelle. Mais il y a cette étape fondamentale qui est la mise en pratique. Alors, pour moi, tout outil en lui-même n'est pas grand-chose. C'est ce qu'on en fait, c'est pourquoi on l'utilise, et c'est aussi, en quelque sorte, comprendre que l'outil n'est qu'un moyen parmi la multitude. On peut le remplacer par autre chose. On est soi-même l'outil. Est-ce que j'ai suffisamment cette aspiration, ce désir, on parlait de la connaissance de soi, à me connaître davantage, et par voie de conséquence, à connaître les autres davantage? Ou alors, j'attends que le monde change et puis qu'il me reconnaisse comme étant potentiellement ce que je suis ou ce que j'aspire à être. Oui. Donc, ça est assez vaste et bien sûr que ça demande on va dire, un équilibre dans l'échange. On va dire, ceux qui viennent à moi ne peuvent pas venir en tant que spectateur, de venir en tant qu'acteur. C'est en ça que là, on peut dire c'est la limite, c'est les fameux 50% qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas accomplir les choses pour autrui. On ne peut que simplement proposer. C'est en ça que même l'outil le plus a priori efficace du monde n'est rien tant que en face de soi, quelqu'un n'est pas là pour l'utiliser à bon escient. Ah oui, ben oui, tu m'étonnes, c'est évident. Est-ce que, du coup, ça rejoint de très près, tu sais, cette fameuse citation de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Dans ce que tu dis, on invite justement les gens à conscientiser, à mon sens, qu'ils ont une responsabilité citoyenne de commencer à s'occuper d'eux, quoi, en gros, quoi. C'est-à-dire que si on veut dire, il y a deux choix possibles dans l'absolu, c'est-à-dire, effectivement, c'est regarder sa vie, son existence, regarder le monde, et puis déplorer l'état dans lequel ce qu'on voit se trouve. Bon. Et puis dire ça, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça, il faudrait que ça change, ainsi de suite. Après, donc ça peut, dès qu'un problème semble se résoudre devant soi, un autre appareil prend la place. Effectivement, il y a une autre possibilité, un autre choix de regard qui est celui de dire, tiens, je suis dans ce monde, quelle est ma responsabilité dans ce qui advient, dans ce qui t'apparaît, même dans ce qui t'a apparu? Est-ce que je ne suis pas celui ou celle qui a prolongé des états d'être, des pratiques, des comportements qui ont fait, que ça me plaise ou non,
que le monde ou les relations humaines se trouvent dans cet état-là. Et donc, cette prise de responsabilité, elle est fondamentale, parce que tant que j'attends que le monde, les autres, le gouvernement, ainsi de suite, me donnent la réponse, c'est-à-dire soit les responsables à ce que je sens à l'intérieur, que ce soit une tristesse, une angoisse, une peur, une carence, peu importe, ce sera jamais suffisant, puisque pour moi, cette notion de responsabilité, elle est salvatrice. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire pour autant que demain, un claquement de doigts, le monde change dans son apparence, mais ça passe évidemment par une prise de responsabilité, c'est-à-dire est-ce que je suis en capacité d'arrêter de demander aux autres qu'ils changent leur attitude, leur comportement pour convenir à mes attentes et mes besoins. Ça ne veut pas dire autour de soi qu'on n'a pas des besoins fondamentaux, c'est-à-dire d'avoir un toit, à manger et des ressources, ainsi de suite. Mais dès lors que l'on demande à ce monde de nous fournir des besoins complémentaires en termes de reconnaissance, d'aval, de validation, etc., ainsi de suite, eh bien, on rentre dans la voie de la souffrance, parce que ce monde n'est pas là pour ça. Il est là pour faire en sorte que, malgré tout ce qui advient, eh bien, on parvienne à incarner notre unicité, c'est-à-dire notre nature profonde. Alors, évidemment, c'est pas simple tous les jours, parce que tu en parlais avec l'éducation. On apprend dès le départ à être formaté, à répondre à un cahier des charges. On a l'impression que si on n'est pas dans telle case ou tel moule, eh bien, les portes se ferment devant nous, ainsi de suite. Donc, l'humain a peu conscience de la valeur de son unicité. Il a l'impression que pour être aimé dans ce monde, accepté, reconnu, eh bien, il doit se hisser à la hauteur de certains autres, des figures qu'on montre comme étant des exemples, ainsi de suite, ou qu'il doit satisfaire aux besoins des autres. Et puis, lui, on verra ce qu'il reste ensuite. C'est en ça qu'on voit effectivement des personnes qui semblent avoir tout pour être heureux, et donc par rapport à des signes de réussite, ainsi de suite, et qui, au fond d'eux, se sentent vides et creux parce qu'ils n'ont pas réalisé, donc rendu réel, leur nature profonde. Et ça, effectivement, si on attend encore du monde, la société, qui fasse ce pas-là de nous reconnaître pour ce que nous sommes, ça n'arrive pas. Il faut accepter que, effectivement, se dire, tiens, peut-être que moi, dans mon parcours, mon itinéraire, eh bien, j'ai dit oui à ce qu'attendaient de moi mes parents, mes professeurs, les conseillers d'orientation, ainsi de suite. Combien de personnes, répondant à un appel d'offres ou un poste pour un travail, se conforment à la fiche de poste, font en sorte de bien répondre à ce qui est demandé. Mais forcément, c'est un piège. On joue le jeu. Alors après, on peut se plaindre de la manière dont on est traité par le patron ou que sais-je. Mais est-ce que dès le départ, on n'a pas un peu lâché, en tout cas, la relation à soi au profit, eh bien, de la volonté de l'autre? Alors, je dis pas qu'il n'y a pas un juste milieu, mais il faut à chaque fois concevoir que peut-être est-il plus juste pour soi de renoncer à certains types de relations, certains types d'avantages pour, en tout cas d'avantages en surface, pour se concentrer sur des besoins vraiment profonds qui sont ceux d'exprimer, c'est-à-dire de libérer la pression mise sur cette identité profonde, et c'est pas comme une ampoule qui s'allume, c'est un chemin, moi j'appelle ça le dépouillement personnel, c'est-à-dire enlever tous les voiles, tous les carcans, toutes ces croyances qui ont là formaté l'expression de l'humain. Et c'est là où je pense que c'est pas évident pour de nombreux citoyens, c'est justement déjà de se rendre compte de ce que j'appelle moi le conditionnement, on peut l'appeler comme ça. Et donc à partir du moment où tu t'en rends compte, d'essayer de se déconditionner. Et c'est là en fait où à mon sens ça devient très challengeant pour beaucoup d'individus, parce que la société est tellement bien faite que tout va très vite, et c'est un peu, tu sais, genre métro boulot dodo, et ça donne l'impression aux gens de pas avoir le temps de s'occuper d'eux. Et c'est là où je trouve que c'est quand même plutôt bien fait, alors qu'en réalité, sur des journées de 24 heures, on a du temps quand même pour soi, quoi. Alors, on a 24 heures pour soi dans une journée.
Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire que on peut séquencer la journée en tiens, je vais m'octroyer une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures pour moi et le reste du temps, c'est quoi le reste du temps? C'est du compromis, la compromission, du déni de soi, le sacrifice? Non. Pour moi, chaque instant doit être mis à profit de la vérité de ce que nous sommes. C'est pas dire pour autant qu'on va pas jouer le jeu, c'est-à-dire s'arrêter au feu rouge ou payer les impôts, parce que non, non, c'est-à-dire que il y a rien qui doit empêcher en permanence, en vérité, pas en apparence, qui doit empêcher un être humain d'être qui il est. Donc, pour moi, je veux dire, s'occuper de soi, c'est pas une action qui a un début et une fin. C'est un état d'être. Et alors le terme de s'occuper, ça ramène à une sorte d'occupation, mais moi je le vois plus comme un choix qui est définitif, qui est irrévocable, dans lequel eh bien on prend la décision actée de dire tiens, je vais accueillir chaque instant, chaque circonstance, chaque situation comme étant là une invitation à incarner davantage ce que je suis, à honorer davantage ce que je suis, et ce faisant, honorer l'autre, quel qu'il soit, même si c'est une rencontre qui peut apparaître comme conflictuelle, mais comprendre le sens de la relation aux autres, aux événements et aux choses. Souvent, on me parle d'un espèce de séquençage de l'existence entre la vie personnelle, la vie professionnelle et parfois même la vie intime, c'est-à-dire la vie intérieure, spirituelle, etc. Mais pourquoi on mettrait des limites? C'est-à-dire que là, pour moi, c'est encore endosser des vêtements, des habits qui sont fonction de qui on a en face de soi. Qu'est-ce qui réellement empêche à l'être humain d'être vrai, c'est-à-dire d'incarner qui que ce soit qu'il est en face de lui. Si ce n'est la peur d'être jugé, rejeté, mis à l'écart, ainsi de suite. Mais si on enlève le paramètre peur, alors je dis pas qu'on ne doit pas avoir peur, je dis que la peur doit être vue pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est un truc qui dit, oui, mais si là j'incarne qui je suis, eh bien, je risque quelque chose. Et donc, il y a cette croyance forte qui dit, il vaut mieux se dissimuler, il vaut mieux réserver cette identité profonde ou véritable à des moments particuliers, aux gens qu'on connaît bien, et ainsi de suite. Et aux autres, qu'est-ce qu'on donne? Eh bien, on donne la façade, la devanture, ce que l'autre attend, ainsi de suite. Mais cet écartèlement, ce yo-yo existentiel est pour moi incohérent, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut. Soit on le veut vraiment, soit on le veut 2 heures par jour. Alors, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas une activité, cette vie sur Terre, puis dire ce chemin de connaissance de soi, eh bien, il traverse toutes les situations. On peut pas, si on peut bien sûr, on peut toujours, mais il faut être cohérent dans le processus, parce que il se passe quoi quand on s'octroierait ces 2 heures ou cette heure dans la journée pour entre guillemets s'occuper de soi, et le reste du temps. Quelle est la décision qui fait qu'on va passer à un autre état? D'où elle vient, cette décision? Alors bien sûr que si on écoute effectivement l'esprit rationnel, va dire tu n'as pas le choix, il faut que, c'est ainsi, il faut faire des concessions, ainsi de suite. Mais si tout le monde dit ça, tout le monde dit on n'a pas le choix, il faut faire des concessions, ça veut dire que tout le monde peut faire l'inverse. On peut tous faire autre chose. Mais ça part de soi. Si j'attends que les autres autour de moi, ceux qui attendent de moi habituellement tel ou tel rôle, me laissent la place me donnent l'autorisation pour incarner pleinement ce que je suis, eh bien, je l'aurai jamais. Donc, c'est en ça qu'effectivement, c'est une responsabilité. Parce qu'on prend un risque. On prend un risque de voir autour de soi les gens qui vont dire bah, « t'as changé, t'es différent, on te croyait plus ceci, moins cela, tu ne corresponds plus à nos attentes, à nos besoins, voire tu nous fais peur. » Et donc, cette voie effectivement, de l'expression de soi, elle peut inquiéter parce que elle fait bouger les lignes chez autrui. C'est-à-dire que l'autre, en face, est obligé de se dire bah, « Tiens, pourquoi moi aussi je joue ce rôle-là ?»
si l'autre bouge, ça va m'obliger à bouger. C'est comme les pièces d'un puzzle. Si le puzzle est tout mélangé et que chacun commence à reprendre sa place, forcément, tous ceux qui n'étaient pas à leur place vont devoir bouger aussi. C'est en ça que si on se contente effectivement de cette fameuse zone de confort où on occupe la place qui nous a été octroyée à un moment donné et on se dit c'est mieux que rien, mais c'est pas ta place. Donc finalement, c'est cette zone dite confort, elle est éminemment confortable, en tout cas sur le long terme. Ouais, c'est évident. Ça revient à dire que, c'est ce que je dis moi très souvent, je sais que parfois ça fait grincer des dents certaines personnes, qu'on est la résultante de nos choix. En fait, on est responsable et par nos choix de notre propre bonheur, mais aussi de notre propre malheur. Et je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord avec ça parce qu'ils vont toujours te dire oui, mais alors la personne, je sais pas, qui est née, je sais pas, sans bras et sans jambes, est-ce qu'elle aussi elle a eu le choix? Tu sais, il y a toujours comme ça des contre-exemples. Et moi, je trouve à chaque fois qu'il y a évidemment tout le temps des contre-exemples, mais c'est pas un bon exemple. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir globalité et généralité, quoi. Oui, on parle pas du choix de la situation. Quand tu nais sans bras ou sans jambes, ou tu nais aveugle, ou tu nais à Tombouctou, ou tu nais à Stockholm, on parle pas du choix d'être dans telle forme ou d'avoir telle apparence physique, ainsi de suite. On parle d'un choix de regard. Je choisis. Est-ce que je veux vivre la situation en tant que victime, c'est-à-dire les circonstances m'empêchent, me privent d'être ce que je suis, ou alors, deuxième possibilité, eh bien, en dépit de ces circonstances ou grâce à ces circonstances, eh bien, je vais utiliser tout ce que je suis pour rayonner, néanmoins mon parfum unique, ma note unique. Parce que si on veut effectivement s'appuyer sur des circonstances extérieures pour justifier une incapacité à rayonner ce que l'on est, il y aura toujours une bonne raison pour pas le faire. Parce que la météo, parce que la crise, parce que la pandémie, parce que effectivement trop petit, trop grand, trop noir, trop gros, tout ce que tu veux. Donc la responsabilité, c'est l'anti-excuse. Ça ne dit pas que on ne compatit pas avec celui ou celle qui est dans une situation qui est complexe, qui demande effectivement du courage et de l'engagement, mais simplement, moi, j'aime à dire que toute situation est toujours parfaitement adaptée à la capacité de celui ou celle qui la vit pour la transcender. C'est pas dire que si on met quelqu'un d'autre à sa place, je sais pas quoi, sans bras, sans jambes, ou dans un pays en guerre, eh bien l'autre saura faire. Mais simplement, ce n'est pas toi qui es à sa place. Donc le choix de regard, c'est-à-dire c'est ça qui est déterminant. Ça ne veut pas dire que ça fait changer la situation. Celui à qui il manque un bras, une jambe, va pas faire repousser le bras ou la jambe. Simplement, il ne va pas considérer cette particularité physique comme étant un frein à l'expression de qui il est vraiment. D'ailleurs, on voit ça tous les jours, des gens qui apparemment sont handicapés, mais qui vont gravir des montagnes, qui vont traverser la Manche sans bras et sans jambes, là où certains, étant parfaitement équipés, ne font pas un plongeon dans la piscine. Donc, ce n'est pas une question là de circonstances qui justifierait une incapacité ou une interdiction. C'est toujours, est-ce que je choisis de justifier un retrait, un déni en fonction des circonstances, ou eh bien je prends les circonstances comme elles sont et je dis je fais quoi avec ça? Et il y a aussi un temps où on ne demande plus aux autres leur avis. C'est plus le temps de dire tiens, tu ferais quoi à ma place, puisque l'autre n'est pas à ta place et ne sera jamais à ta place. Donc c'est aussi se dire tiens, il faut aussi peut-être que je me soulage de ce conseil ultime et que j'ose faire ce pas. Alors peut-être que effectivement ça passera pour une erreur ou pour une aventure folle, mais simplement si je ne tente pas, si je n'ose pas ce pas-là, qui est le pas que moi j'ai à faire, même si c'est ça peut être un pas de réconciliation. Parfois, tout semble aller très bien, mais il y a une espèce de vieille guerre avec le père, la mère, le voisin, l'ex-femme ou tout ce qu'on veut. C'est un pas qui peut être fondamental dans une existence. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que ça pointe du doigt les limites en fait qu'on se met.
parce que finalement, on se met nos propres limites. Et tu donnais cet exemple, tu sais, de personnes qui sont handicapées, par exemple, ou amputées et qui font des exploits. Moi, pour le film C'est quoi le bonheur pour vous, j'en ai rencontré plusieurs. Et il y en a un qui m'a marqué parmi d'autres. Hein, je pensais à Philippe Croison, en fait. Je sais pas si tu vois qui c'est, qui fait partie justement de ces aventuriers un peu de l'extrême. Et c'est marrant parce que tous ceux que j'ai rencontrés qui étaient un peu dans un état où, je sais pas, ils avaient plus de bras ou plus de jambes, ou pour Philippe Croison, les deux. À la base, c'était des personnes valides comme toi et moi. Ils ont eu un accident et ils m'ont toutes dit la même chose. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que s'ils n'avaient pas eu cet accident, ils seraient pas devenus l'homme qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, pour moi, ils pointaient justement du doigt le fait que, on est capable en réalité de tout faire, mais on se fixe nos propres limites en permanence tous les jours, sûrement à travers les choix qu'on se fait. Oui, et puis là, on voit bien dans ce que tu relates que le regard qui a été porté sur l'épreuve est un regard qui élève, c'est-à-dire l'épreuve est vue comme une marche, pas comme un mur ou un précipice. C'est vu comme une marche à gravir. Donc, qui dit marche à gravir dit bien sûr qu'il y a un effort, il faut sortir d'un système de croyance, d'un conditionnement. Il faut effectivement aller puiser en soi des ressources qui étaient jusqu'à aujourd'hui inexploitées, même inconnues, mais que si l'on veut bien porter ce regard sur ce monde en général, eh bien, c'est-à-dire que face à chaque être humain sur Terre, eh bien, il y a cette même marche. Alors, elle peut peut-être pour certains nous paraître très haute ou très petite. On peut s'étonner que certains, effectivement, butent devant une petite marche, ou quoi, une marche qui peut paraître petite, et inversement. Mais simplement, si déjà, plutôt que de se dire « Ah, le monde va mal » ou les gens sont dans la détresse, dites « Non, mais c'est qui les gens ?» Il n'y a pas les gens, il n'y a pas le monde. Il y a 7 milliards d'univers différents sur la Terre. Chacun est face à une marche potentielle, en tout cas face à sa propre épreuve, sa propre rencontre existentielle, et chacune a le choix de décider si cette épreuve, eh bien, est une muraille infranchissable ou alors, eh bien, une montagne, une colline à gravir. Mais si on regarde ça dans son ensemble, on dit oui, le monde va mal, regarde ce qui se passe pour les gens. Eh bien, on considère que tout le monde entier a à faire face à exactement la même situation avec le même potentiel, ce qui n'est pas du tout le cas. Celui à qui, là, effectivement, l'accident a enlevé les bras et les jambes, c'est parce qu'il avait précisément en lui, eh bien, les ressources nécessaires pour accomplir cet exploit. Prenons quelqu'un d'autre à sa place. Si on veut dire mais moi à sa place, bien sûr que oui, mais il n'y a pas de transposition possible. On peut se laisser inspirer, non pas par l'action en tant que telle, mais par l'état de celui ou celle qui a franchi la marche. C'est ça qui est inspirant. Sinon, on va chercher l'exploit pour l'exploit. Ah, moi aussi, je vais le faire, je vais traverser la Manche ou l'océan à la nage, parce que l'autre l'a fait. Oui, mais il l'a fait parce que c'était sa rencontre à lui. Oui, puis c'est, comme tu le disais au tout début, c'est aussi du coup le regard qu'on porte sur chaque situation qui est vraiment déterminante et qui est intimement liée à notre façon de penser. Et notre façon de penser, à mon sens, est aussi intimement liée au conditionnement qu'on a dans notre société qui commence par notre éducation, qui commence par nos parents, l'école, la société dans laquelle on se trouve. Et je dis très souvent que si on prenait un seul et même événement et qu'on était par exemple tous les deux à vivre cet événement, on verrait bien en fait que ces deux individus vivraient la chose de manière totalement différente. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de mondes. Tout à fait, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on voit même au sein d'une même famille, avec une même éducation a priori par le père et la mère, eh bien des trajectoires, en tout cas des souvenirs, et puis une imprégnation qui est très différente. La manière dont chacun va relater cette histoire-là, la manière dont chacun va traverser cet épisode-là, eh bien est unique. C'est pour ça que on peut pas non plus établir de généralité dans quelque domaine que ce soit. On peut pas dire tiens oui un tel il a de la chance, il est né dans une famille riche, ou l'autre il a pas de chance, il est né dans une famille pauvre, ainsi de suite. Mais ça ne veut rien dire parce que la circonstance ne fait pas l'individu.
c'est l'individu qui va utiliser les circonstances ou pas, eh bien, pour livrer ou délivrer le meilleur de ce qu'il est, c'est-à-dire ce qu'il est au-delà finalement des apparences. Tu sais, moi, depuis plus de 18 ans maintenant que j'ai créé mon activité, un de mes leitmotifs, c'est de semer des graines et d'inspirer les gens et puis d'accélérer les prises de conscience. Et donc, en retournant les choses dans tous les sens, parce que je voyage aussi beaucoup habituellement, en retournant les choses dans tous les sens, à chaque fois, en fait, j'en suis toujours revenu à cette conclusion en me disant, mais en fait, tout part de l'éducation. C'est-à-dire que si on veut avoir des individus qui réfléchissent différemment et qui aillent dans le sens de ce qu'on est en train d'échanger là depuis le début, qui soient plus connectés en réalité avec qui ils sont profondément, mais je suis vraiment convaincu que tout part de là en réalité. Ça part vraiment de notre éducation. Est-ce que tu penses déjà que tout part de là et que si c'était le cas, on pourrait accompagner les enfants le plus tôt possible justement à se connaître, à connaître leurs émotions, à développer leur être en fait tout simplement. Alors oui, mais alors il est important de préciser ce qu'on entend par éducation. En tout cas, moi, de ce que j'entends dedans, pour moi, dans l'idée ou le concept d'éducation, il y a trois piliers. Il y a le récepteur, l'émetteur, et puis le contenu qui passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'émetteur, le récepteur peuvent interchanger les rôles. Tant qu'effectivement l'on croit que l'éducateur est celui qui sait et qui va donner son contenu au récepteur, c'est-à-dire l'apprenant, que ça se fait en sens unique, il n'y a pas d'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est une relation. C'est un 8. Donc, l'apprenant, en tout cas celui qui délivre, en tout cas qui reçoit l'apprentissage, offre autant par son appel, par sa soif de connaître, que celui qui délivre un message ou un contenu ou une matière éducative. Alors, ça suppose que quand on parle de système éducatif, ça suppose qu'effectivement celui ou celle qui se place dans le rôle d'éducateur incarne ce dont il parle. Là, il n'y a rien de plus désespérant pour un enfant, c'est d'être en face d'aînés ou d'adultes qui lui transmettent des valeurs a priori, mais qui ne les incarnent pas. Dis la vérité, sois ceci, sois sage, mais c'est-à-dire quoi, sois sage? C'est-à-dire ne bouge pas ou fais preuve de sagesse. Dis la vérité, c'est quoi? C'est dis ce que on attend de toi que tu dises, ou dis la vérité qui te traverse. C'est pas la même chose. Donc, ça, c'est, je veux dire, l'éducation ou la transmission du savoir qui vient la connaissance à travers l'expérience et la pratique, eh bien, passe évidemment par une conception, on va dire, unifiée de l'éducation, où c'est un 8. C'est l'éducateur qui apprend en même temps qu'il transmet cela. Et bien sûr que si on veut juste réformer la manière dont les programmes se constituent, mais sans prendre en compte le fait que, en plus, chaque élève ou chaque apprenant est unique. Est-ce qu'on apprend cette unicité à l'enfant? Est-ce qu'on lui apprend à entendre qui il est vraiment, à rester en relation avec sa créativité? Ou alors, effectivement, alors, on a besoin d'un cadre. Une liberté sans cadre n'est pas la liberté. Mais tout est dans le cadre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ce cadre-là? Alors, encore une fois, je ne suis pas de généralité, mais quand on est en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, celui ou celle qui est responsable de la mise en place de ce cadre, il faut se poser la question, d'où vient ce cadre? Est-ce que c'est moi qui l'ai conçu? Est-ce qu'il est adapté à celui ou celle dans lequel le système, en tout cas la transmission va s'effectuer? Est-ce que c'est un cadre qui est global, général? Est-ce qu'il est modulable pour chaque enfant, chaque élève?
Est-ce que il est juste que ce cadre soit évolutif en fonction des prises de conscience et de l'apprenant et de l'élève? Bref, c'est un sujet. Enfin, c'est la vie. Je veux dire, la vie, la Terre étant elle-même le cadre d'apprentissage du être humain. On voit qu'effectivement, on peut pas concevoir cette éducation à dire finalement on apprend quoi? On apprend à être humain. Mais ça suppose de dire c'est quoi être humain? C'est quoi un être humain? C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui se tient bien, qui s'arrête au feu rouge, qui dit bien merci quand on lui donne quelque chose qu'il n'a pas demandé. Est-ce qu'on apprend à l'école à être humain? Non, les enfants connaissent même pas leur corps. On leur dit pas, tiens, quand vous avez mal au ventre, c'est pas parce que vous avez mal au ventre de la purée du midi. C'est parce que peut-être pour certains, ils ont peur de rentrer chez eux à la maison le soir parce que papa est alcoolique et maman est un peu sévère. Mais s'il n'y a pas déjà cette conscience mise sur ce que c'est que le corps humain, ce que sont les émotions des parents, pourquoi ces vagues peuvent monter parce que papa, ça allait très bien le matin et papa crie le soir quand on rentre à la maison. Oui, mais parce que c'est pas de ta faute. C'est parce que effectivement, déjà papa, il s'est lui-même enfermé dans un système où il a suivi des voies qui n'étaient pas les siennes et que ce soir, eh bien, tué son exutoire. Bon, mais cette prise en compte de cette diversité là des énergies qui traversent l'humain, elle me paraît comme fondamentale. L'humain se connaît très peu, en tout cas, il y a une espèce de réticence à aborder des questions, on va dire, non physiques et non rationnelles qui sont au préjudice de l'équilibre de l'humain. Bah oui, c'est sûr. Hein. On voit bien qu'on travaille beaucoup plus le savoir et puis le savoir-faire, mais très très peu le savoir-être. Ça, c'est quasiment pas abordé, quoi. Et surtout que tous les savoirs là qui sont inculqués sont inculqués sans explication. Je veux dire, on n'explique pas à l'enfant le pourquoi de telle matière doit être apprise. Oui, il faut apprendre ça. Mais à quel moment ça peut faire sens dans la conscience d'un enfant qui ne sait pas comment gérer sa peur, comment gérer sa colère, comment composer avec les mensonges des adultes, etc. Et on lui dit, non mais ça, on n'en parle pas. Par contre, il est important que tu saches comment la guerre de 100 ans s'est déroulée. Il n'y a pas de jonction là-dedans. Alors, on n'est pas en train de dire que la connaissance de l'histoire humaine, la géographie ou l'économie n'a pas d'intérêt, pas du tout, mais simplement, si elle n'est pas, cette connaissance-là, replacée dans un contexte, si elle n'est pas soutenue et appuyée par, on va dire, un programme courageux de connaissance et de découverte de soi, tout cela est vain. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit très rapidement les jeunes adultes qui ont totalement oublié l'entièreté du programme du lycée une fois franchi les grilles de l'établissement. Ah oui, je pense que là, on peut peut-être faire des généralités. À mon avis, on est beaucoup à se retrouver dans ce cas-là, quoi. Mais justement, parce que le programme a été généralisé. Donc, par voie de conséquence, le retour, en tout cas le résultat, eh bien, semble emprunter des grandes voies effectivement de régurgitation, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je me dis à chaque fois, tu vois, si on faisait ça, donc du coup, si on accompagnait les enfants le plus tôt possible, j'imagine qu'en une génération, donc en 25 ans, on pourrait vraiment faire évoluer les choses. Alors, la bonne nouvelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que globalement, on a pris cette direction, hein, globalement, que ce soit au sein du ministère, de tous ces acteurs qui se mobilisent à l'extérieur dans le domaine de l'accompagnement, de l'éducation. Je peux vous rassurer, la direction, elle est très bonne. Sauf que, évidemment, ça met beaucoup de temps, hein, parce que c'est j'allais dire, une grosse machine. Mais je pense là plutôt aux jeunes adultes actuels et puis aux adultes. Pour l'observer, moi, dans le cadre de mes activités, alors j'observe deux choses. La première, c'est que pour beaucoup, il y a une espèce de prise de conscience qui arrive sur les
coup de 40, 50 ans, à un moment donné dans leur vie, parce que globalement, ils se sont occupés de leurs enfants, ils ont envie de donner du sens à leur activité, du sens à leur vie même personnelle. Et puis après, il y a une autre partie d'observation de personnes en fait qui cherchent des outils, ou on pourrait les appeler autrement, qui pourraient justement les aider à mieux se connaître, à aller plus dans cette voie qu'on appelle le développement personnel. Et moi, je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, contrairement à il y a 18 ans en arrière quand j'ai créé mon activité, que là, maintenant, on est entouré de possibilités. C'est-à-dire que pour la personne qui a envie de faire ce premier pas, il y a tout ce qu'il faut maintenant autour de nous, que ce soit sur Internet ou à travers les livres ou à travers les conférences. Enfin, c'est comme si, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y avait plus d'excuses, en fait, pour pas se prendre en main, en fait, quelque part. En fait, il y a pas c'est pas plus vrai aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Il y a pas une époque où on a pu dire, tiens, là, il y avait des excuses pour. Simplement, c'est le pouvoir qu'on donne aux circonstances. Tant que c'est soit il y a des excuses, soit il y en a pas. Si on justifie le fait de dire, tiens, l'époque est plus à même de nous autoriser à, ça veut dire qu'on se fonde sur ce que les yeux lisent et les oreilles entendent pour s'autoriser à. Ce qui est pour moi relativement, on va dire, périlleux, parce que le vent tourne, les saisons changent, et que ce que l'on voit comme étant favorisant, eh bien, on dirait un travail intérieur, si on nous change de décor, on change de pays, etc., on change de régime, etc., ça peut très bien tourner dans l'autre sens et dire, ah tiens, là, les circonstances ne permettent plus. Et donc, on peut, là, trouver des excuses. C'est en ça que, pour moi, la vraie sortie de crise, c'est lorsque la décision est prise de l'intérieur et pas en fonction de tiens, que font les autres. Ah ben, il y a pas mal de gens qui en parlent sur Internet, donc si tout le monde le fait. Ça, pour moi, c'est un peu la copie, c'est un peu l'effet grégaire, l'effet mouton. Donc, est-ce qu'on fait les choses parce que les autres le font, ou est-ce qu'on les fait, on les accomplit parce qu'on se donne plus le choix? Parce que, on peut prendre un autre exemple, c'est par exemple Mandela. Il est en train de me dire, tiens, mais moi, enfermé dans mes 6 mètres carrés, là, c'est la fin de tout. Donc, je veux dire, des bonnes excuses pour reminer ou ressasser une vieille colère. Tiens, là, c'est tout fermé. Je pense que Mandela n'avait pas accès à Internet, il n'avait pas accès à des vidéos, il n'a pas accès à des livres de développement personnel, il n'avait pas accès à des conférences. Il avait accès à quoi? À ce qui était à l'intérieur de lui. Alors que pourtant, des excuses bien solides pour justifier le fait qu'il regardait une rancœur vis-à-vis du monde environnant, il en avait des centaines. Donc, moi, je suis quand même assez là-dessus, j'essaie d'être assez clair là-dessus. Ça doit venir du dedans. Le dehors, c'est le pont, c'est l'aide, c'est le conseil, c'est le soutien. Mais si ça vient pas du dedans, si tiens, je fais les choses parce que ça semble être dans l'air du temps, parce que YouTube propose plein de vidéos, donc je vois un peu ce qui se passe. Le jour où YouTube proposera d'autres vidéos, un peu de télé-réalité ou un peu de, je sais pas quoi, de combat de catch, eh bien, je vais voir ce qui passe, et ainsi de suite. Et je suivrai là la mode, parce que c'est une mode. Mais si ça vient vraiment de toi, dans ton fort intérieur, là, effectivement, tu vas recevoir ce qui peut arriver sous forme d'un livre ou d'une guidance ou une conférence, eh bien, comme un encouragement, mais pas comme un point de départ ou comme un élément déclencheur. Sinon, le jour où il y a une panne Internet, le jour où les librairies sont fermées, ça n'arrive jamais, hein, mais il se passe quoi? Il se passe que ça devient, ah bah mince, là je peux plus, j'ai plus mes joujoux, j'ai plus mes objets, j'ai plus tout ça, et donc je suis en colère, et donc je suis plus bien. Alors que si tu te rappelles d'un Mandela, mais il y en a des centaines, il y en a des milliers, des millions, qui lui dit bon, peu importe finalement les circonstances, qu'elles soient a priori favorables ou défavorables, ce qui compte c'est la volonté que j'émets,
Et c'est le fait que je transforme cette volonté en accomplissement. Parce que vouloir, c'est pas suffisant. Des gens qui veulent, entre guillemets, se libérer, qui veulent aller bien, qui veulent être heureux, etc. Mais il y en a 7 milliards de gens qui veulent être heureux. Il n'y a pas grand monde qui dit, tiens, moi, je voudrais avoir une vie de merde. Mais qui, littéralement, eh bien, met en œuvre ce qu'il y a à réaliser à l'intérieur, c'est-à-dire faire sortir toutes les densités, toutes les croyances limitantes, tous les rejets, tous les jugements, pour faire en sorte que dans ce corps, dans cette incarnation, dans ce psychisme, eh bien, il y ait effectivement un équilibre et une maîtrise. Donc, on voit que ça exige effectivement une volonté hors du commun. Parce que vouloir aller bien, vouloir passer une bonne journée, je veux dire, ça c'est à la portée de tout le monde. Et si ça marchait, eh bien, ça saurait depuis le temps. Parce que tout le monde pense, en tout cas, espère, passe une bonne journée. Tu veux quoi? Je veux passer une bonne journée. Et au final, si on fait des statistiques ou des sondages sur, alors, qui a passé une bonne journée? Eh bien, la balance penchera d'un côté plutôt négatif. Alors, comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui veulent passer des bons moments, des belles journées, des bonnes années, et ainsi de suite, et qu'il y ait autant qui se plaignent? Ça veut bien dire que la volonté seule ne suffit pas. Vouloir ne suffit pas. Savoir ne suffit pas. Savoir des choses ne suffit pas. Il faut ensuite les transformer en connaissances par la mise en pratique. Vouloir ne suffit pas. Il faut ensuite les transformer en état d'être par l'accomplissement. Et pour moi, ces aspects-là sont fondamentaux. Bien sûr qu'on est dans une époque où il y a une multiplication des vecteurs de transmission de l'information, comme tu l'as dit, par Internet, par les livres, tout ce qu'on veut, et que donc ça favorise en quelque sorte l'ouverture d'esprit. Mais cette ouverture d'esprit, elle doit ensuite se concrétiser, si je puis dire, dans une incorporation de tout ce savoir qui ensuite passe en termes de connaissances. Tant qu'on ne change pas ses comportements par effectivement la mise en application des grands préceptes qui sont transmis par 1000 vecteurs dont tu as parlé, tant qu'il n'y a pas de mise en application, eh bien, on dit vouloir, mais en fait, on veut pas vraiment. On veut un petit peu. On veut quand ça nous arrange. On veut quand les circonstances sont favorables, et ainsi de suite. On parle de Mandela. Est-ce que vouloir effectivement la résolution ou la réconciliation nationale, quand tu t'es tapé 27 ans de cellule avec des gardiens a priori pas trop noirs, je veux dire, il faut le vouloir un peu plus qu'un peu. Il faut le vouloir dans chacune des cellules. Et c'est un peu la même chose quand on parle de cette réconciliation avec soi-même. Il faut le vouloir autrement que en attendant un changement de décor qui soit favorable à cela. Il n'a pas attendu qu'on lui tende la main derrière la matraque pour dire tiens, j'ai un projet, je suis là pour incarner ce projet. Et du coup, comment, parce que j'imagine que pour beaucoup de personnes là, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter ou qui nous regardent, je me dis, tu vois, c'est hyper logique ce que tu dis parce que voilà, moi c'est ce que je dis aussi avec d'autres mots et je partage à 100%. Et il y a une autre partie de moi qui me met à la place des autres et qui me dit, mais ok, mais je fais comment? Tu vois, je fais comment? Parce que il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un déclic entre le vouloir et passer à l'action. Il faut qu'il y ait un moment donné qu'il y ait un déclic. Si ça passe pas par l'éducation, il faut qu'il y ait un autre vecteur à un moment donné, quoi. Et d'après toi, ça pourrait être quoi en fait ce vecteur? Et moi, le vrai déclic, le seul déclic qu'il peut y avoir, c'est la prise de conscience. Moi, c'est très simple. Lorsque on dit vouloir des choses, l'humain ne cesse de dire je veux ci, je veux ça, etc. Très bien. Bon. Tu veux ça. Est-ce que ce que tu dis vouloir, est-ce que c'est réel dans ta vie? Est-ce que c'est réalisé? Est-ce que tu l'expérimentes? C'est oui ou c'est non? Si c'est oui, c'est très bien. Donc, effectivement, tes actions, tes accomplissements, tes relations sont accordées avec ta volonté. Si c'est pas le cas, c'est que tu veux des choses, mais que tu en veux d'autres et tu les veux plus que ce que tu annonces vouloir. Tu veux le bonheur? Oui. Mais en fait, tu veux aussi quand même pouvoir continuer à en vouloir à ton voisin, à ton patron, au gouvernement. Donc, tu veux tout et son contraire.
Donc, pour moi, le vrai commencement, le vrai déclic, se dire, tiens, j'annonce vouloir des choses, mais en fait, je les veux pas vraiment. Ou alors, je les veux quand ça m'arrange. Ça demande là d'être extrêmement lucide. Parce que sinon, on peut se raconter pendant une vie des histoires, oui, je veux la paix dans le monde. Oui, mais quand ton voisin fait du bruit à 4 heures du matin, t'as pas du tout envie de la paix dans le monde. T'as envie que les flics débarquent et te foutent tout ça en cellule. Donc, il faut savoir ce que l'on dit. Est-ce que tu veux vraiment, donc c'est-à-dire cette manière inconditionnelle, ou alors tu veux en fonction des circonstances. Et c'est pour moi, là, c'est pas avec son d'outils. Tu peux regarder toutes les vidéos que tu veux. C'est pas elles qui vont prendre à ta place la décision de dire, tiens, je vais regarder au fond de moi ce qui se passe. Est-ce que je veux la paix ou je veux quand même garder un petit capital colère au cas où un jour dans la rue on me bouscule un peu trop ou on me double dans la file d'attente et que je puisse dire allez stop, ça suffit, et donc effectivement rentrer en guerre contre l'événement. Donc c'est en ça que cette idée de volonté, elle doit être forcément passée au tamis de la conscience, et sans conscience profonde des forces en présence qui, là, animent l'être humain, si c'est pas ce qu'il y a dans le ventre, c'est toujours contradictoire. Il veut des choses, mais en même temps, il en veut plus d'autres. C'est assez simple à expliquer, puisque, en fait, on est comme des champs magnétiques. Donc, ce que l'on veut le plus, même si c'est une volonté inconsciente, se réalise, se manifeste dans notre vie. Donc, soit on accepte ça, et vous dites, ok, si je suis lucide, je vois que dans ma vie, si on a toujours ce qu'on veut, ce que je veux le plus, c'est pas vraiment ce que j'annonce vouloir. Donc ça, c'est pour moi le premier pas. Alors ça demande effectivement de l'humilité. Parce que c'est tellement facile de dire, mais non, c'est les autres qui m'emmerdent, c'est les autres qui me prennent la place, c'est à cause des autres que j'arrive pas à essayer de suite. Ça demande de l'humilité, ça demande de la lucidité et ça demande du courage. Et ça, il n'y a aucune vidéo au monde, aucun bouquin au monde qui te donnera de la lucidité, de l'humilité et du courage. Ensuite, effectivement, tu as une multitude, tu as des myriades d'étoiles qui vont te guider dans l'obscurité. Mais sans, pour moi, ce socle-là, rien ne s'accomplit. Ça reste un vœu pieux. D'où la nécessité, en tout cas cette responsabilité que je citais, citoyenne, qu'on a vraiment de se regarder en face, quoi, de se regarder dans un miroir et savoir précisément les choix qu'on fait dans notre quotidien, et que chaque choix qu'on fait a un impact sur le collectif, a un impact sur notre planète. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux, je pense, aux gens qui nous écoutent, c'est de faire ce premier pas, s'il n'est pas encore déjà fait, de prendre soin d'eux, quoi. Sûrement. Comment on fait pour te joindre, pour les gens qui aimeraient te contacter? Alors, j'ai mis ton site internet, grégorymutombo.com. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs par lesquels on peut te joindre? Oui, parce que j'œuvre principalement dans le cadre d'un organisme de formation qui s'appelle What We Are, et où on assure des formations justement dans la connaissance de soi, dans la meilleure prise en compte de cette unicité. On accompagne des centaines de personnes dans ce cheminement vers cette unicité, vers cette expression intime et profonde de ce que l'humain est, avec toute effectivement la prise en compte de ses forces en présence, de ses bénéfices secondaires et avantages cachés qui adorent ceinturer la volonté vraie et puis la dissimuler derrière des volontés d'affichage. Et donc oui, c'est le cadre principal pour moi d'action, c'est What We Are, cet organisme de formation dans lequel, nous sommes plusieurs. On assure ces formations dans le domaine aussi des accompagnants, des soignants, des transitions de vie, des reconversions ou des conversions professionnelles. En tout cas, tout ce moment où on prend conscience que ce que l'on vit n'est pas pleinement aligné sur ce que l'on dit vouloir ou ce que l'on sait vrai au fond de soi. Ça veut dire que tu interviens aussi dans le monde de l'entreprise? Alors ça arrive, oui. Alors soit de manière unilatérale, soit par des formations à distance ou ce qu'on appelle du e-learning. Mais puisque, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de différence entre l'entreprise et puis l'industrie familiale, puisque que tu aies l'habit du travailleur ou de l'employé ou du patron,
pendant 8 heures par jour, mais c'est la même personne qui rentre le soir à la maison. Donc, je ne fais absolument aucune différence entre des statuts, entre des états, des états d'être en tout cas, et croire que l'on pourrait en quelque sorte rayonner son unicité à la maison ou entre amis et puis pouvoir jouer le jeu de la façade le reste du temps est pour moi une illusion. On peut pas séparer les choses. Un être humain n'est pas coupé en portions, en secteurs. Donc c'est un tout indivisible. Pour moi, le concept de séparer la vie personnelle et vie professionnelle, mais la vie est une et indivisible. La vie ne se coupe pas. Il y a la vie et après il y a c'est l'humain qui va sectoriser les choses pour là justifier ou pas des endroits dans lesquels il va être moins lui-même. Mais c'est toujours un balancier qui est à son préjudice. Grégory, j'ai envie de te poser une question. On s'est rencontrés la première fois pour le film C'est quoi le bonheur pour vous ? Ça fait 4-5 ans en arrière. Ouais. Et j'ai envie de te reposer la question ce soir. Eh bien, la réponse que j'avais faite, j'avais répondu sur la responsabilité. Ouais. Je t'avais dit que effectivement, le bonheur, c'est de comprendre notre responsabilité dans dans la manière dont les choses sont vécues. Je veux dire, ne varie pas. Pour moi, un bonheur qui viendrait d'éléments extérieurs ou d'un espace qu'on nous donnerait du dehors, ainsi de suite, est un bonheur factice et donc en péril. Alors, il y a d'autres mots. Là, tout à l'heure, je t'ai dit, effectivement, c'est voir clair en soi. Voir clair en soi, être lucide sur les forces en présence, mais c'est la même chose que la responsabilité. C'est quoi la responsabilité ? C'est je suis celui ou celle qui donne de l'intérieur la réponse à ce qui advient. J'attends plus que les autres donnent la réponse à ma place. C'est ça, c'est trouver en soi la réponse. C'est ça la responsabilité. C'est pas dire que on peut pas se retrouver parfois dans une voie sans issue en apparence ou un peu comme perdant dans le désert, on va demander aux autres de nous éclairer, mais pas pour leur demander la réponse, pour qu'ils nous aident à aller sentir en nous l'endroit où se trouve la réponse. Donc ça reste heureusement invariable, je reste cette réponse de responsabilité. Je confirme. Merci beaucoup Grégory pour cet échange, c'était chouette. Merci à toi Julien. Merci pour ton énergie, passe une belle soirée et je te dis à très vite. À bientôt, merci. Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous ?